Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Cadamax, c'est Paille. Aujourd'hui, deuxième volet sur les interviews. Vous avez pu voir celle de Vincent Bourri que je mettrai en description en bas de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne très inspirante que j'ai rencontrée lors des Jeux paralympiques de Pékin en 2008. Alors, il a plusieurs casquettes. Je vais vous laisser les découvrir. En tout cas, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, un like, partager et surtout à vous abonner. Bonne vidéo. Pascalou, bonjour. Bonjour, Coros. Je me permettrai de t'appeler un petit peu familièrement. On se connaît un petit peu depuis un certain temps. Si ça te dérange pas, on peut continuer comme ça. Donc voilà, comme j'ai pu le dire un peu en introduction, tu as plein de casquettes. Est-ce que tu pourrais déjà un petit peu te présenter succinctement tes débuts, ton enfance, ta vie professionnelle, rapidement? Pascal Faure, donc 62 ans, heureux retraité Ouais. depuis 2 mois, Ok. retraité de mon premier métier, consultant en informatique. Mais heureusement, je ne sais pas si on peut dire heureusement, j'ai un deuxième métier que je développe depuis presque 20 ans autour du coaching, du TDAH, de l'animation de stage, et je suppose que c'est aussi pour ça Absolument. que tu veux m'interviewer. Ouais. Voilà. Donc avant de rentrer ça, tu étais quoi? Tu étais ingénieur, hein, c'est bien ça? Ouais, voilà. C'était ton cœur de Ouais. métier. Et justement, sans rentrer non plus dans les détails, mais qu'est-ce qui t'a poussé de cette formation d'ingénieur à te pousser vers la population TDAH? Parce que je le suis moi-même. D'accord. Et j'ai découvert ça il y a donc TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est l'appellation officielle. En fait, c'est surtout une irrégularité de l'attention, de l'énergie, de l'humeur, surtout de l'attention, effectivement, en fonction de notre motivation, voilà, de ce que l'on fait à un instant T ou des projets que l'on a et qui nous mettent en action. D'accord. Et justement, avant de savoir exactement que tu mettrais un mot en fait sur, on peut parler de ça d'une Un pathologie quand même, syndrome, un un syndrome. syndrome qui est diagnostiqué, qui peut être diagnostiqué effectivement à l'hôpital ou même maintenant chez un neurologue ou un psychiatre classique. Ouais. Alors du coup, ce syndrome-là, quels avaient comme impact sur ta vie avant que tu saches vraiment ce que c'était et à quel moment ça s'est passé? Ah ben, c'était donc il y a 25 ans. J'ai été à l'Ouest, on va dire toute ma vie, Ouais. dans le sens distrait, mais avec une vie quand même, voilà, que, que j'ai réussi de mon point de vue, mais ça on pourra en reparler. Notamment sur le plan professionnel, en informatique, je savais pas que j'avais ça, mais j'étais créatif, et ça me captivait les écrans. Bon, je me cache rien que les écrans sont très captivants, effectivement. Voilà. Et donc, il y a 23-24 ans, en lisant un livre dans une librairie, on parlait que des enfants hyperactifs à cette époque-là, TDAH. Bon, moi, je me reconnaissais pas du tout dans quelque chose comme ça. J'étais distrait, j'étais à l'ouest, j'étais voilà, même hypoactif plutôt que hyperactif. Mais ce livre avait un chapitre sur les adultes, parce que ça ne disparaît pas à 12 ans comme ça. Et quatre feuilles, 4 pages. Ah, j'ai cru que je tombais à la renverse. C'était moi, la description de ma vie, de fait de changer de boîte tous les 2 ans, de changer de vie, de chercher tout le temps la motivation pour être à plein pot, et je l'ai été effectivement toute ma vie, mais de pas m'installer, comme on dit, dans la vie, au sens familial du terme, par exemple. Et, et ça a été, je me suis dit, mais j'avais peur qu'on me vole le livre, je l'ai vite acheté, j'avais découvert une partie de ce que je suis. Évidemment, je ne suis pas que ça. Donc c'était pas un choc, mais en tout cas une révélation. Une révélation Tout complète. de suite. Ouais. Et qu'est-ce que ça a engendré du coup? Parce que, donc je suppose que tu as voulu, te connaissant un peu, tu as voulu un petit peu rentrer dans les détails. Et si tu pouvais nous parler un petit peu de du cursus entre cette révélation et vraiment le moment où tu as mis à contribution tes connaissances pour les partager et peut-être aider tout simplement des personnes dans ton cas. Le processus, le temps. Ça a tout changé parce que j'étais pas comme les autres, je me sentais différent, mais même mes frères et sœurs, mes cousins, personne avait cette spécificité dans tout mon environnement.
j'étais à la campagne, ben, c'est dans cette maison, ma maison familiale, que j'ai repris. Merci de me recevoir d'ailleurs. Merci de m'interviewer. Et donc, voilà, ben, tu vois, j'ai perdu le fil de ta question. Tu vois. Alors ça, c'est typiquement, voilà. Et maintenant, j'ai pas honte de dire que, voilà, parce que ça fait partie des fameux symptômes en fait du TDAH. Voilà, j'ai perdu là où j'en étais. L'attention. Voilà, exactement. Voilà, tu vas me Donc, le rappeler. but était voilà, de faire un petit peu ton schéma entre ta connaissance et cette révélation que tu as eue sur ce bouquin et la démarche de te spécialiser. Et après, du coup, voilà, 2 jours après, j'avais la présidente de l'association Hyper Super, TDAH France, qui s'occupait à l'époque, Christine Gétin, je la remercie aussi, qui à l'époque s'occupait des enfants et des parents de ces enfants. Et moi, j'arrive, je dis, mais moi, j'ai pas d'enfant, mais j'étais comme ça, petit, et je suis toujours comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu penses qu'à cette époque-là, il y avait un manque par rapport à ce type C'était en 2001, il y avait un manque complet. Cette type de population, je veux dire, en fait, pour les adultes, grosso modo, c'était là où tu t'as senti tout de suite que tu avais peut-être, malgré que tu rencontres la présidente. Elle m'a dit tout de suite, elle a vu tout de suite que j'étais un ovni, que j'avais déjà étudié en 3 jours, j'avais tout étudié à fond, évidemment, Internet. À l'époque, il y avait quand même Internet et tout. Donc, elle m'a confié assez rapidement, au bout d'1 an, là, d'organiser des réunions, au bout de 3 mois même, d'organiser des réunions, en fait, entre adultes TDAH à Paris à l'époque. Et je fais ça et je me rase pas. J'en ai fait une encore il y a 2 jours là. Maintenant c'est en distanciel, mais parce que ça déculpabilise. Ça c'est très important. Ça déculpabilise. C'est neurologique. C'est pas en quelque sorte de ma faute, de ta faute. Je sais que tu es aussi comme ça. Mais ceci dit, si on fait rien pour changer, maintenant qu'on a cette connaissance. Là, on pourrait peut-être dire, ça va devenir ma faute si je fais rien de tout ça. Voilà. Donc quelque part. Est-ce que d'ailleurs tu pourrais d'ailleurs rentrer un peu plus dans les détails des symptômes? Oui. Parce que pour des personnes qui ne connaissent pas aujourd'hui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est déficit d'attention, ça veut dire inattentif. Ça c'est le syndrome, je dirais que on a tous quand on a c'est un minimum inattentif. Tac tac. Alors, inattentif, pour certains, comme moi, plutôt hypoactif, sans hyperactivité, TDAH sans H, donc du coup, eh bien, ça va se consulter, j'ai des pensées. Et j'ai du mal à en prendre une pour faire quelque chose, pour me mettre dans l'action. Donc, je suis un rêveur. Voilà, ça, c'est... Voilà. Les hyperactifs, ils sont pareils. Mais ils prennent tout de suite la première idée qui vient, et ils foncent. Et ils vont peut-être pas terminer ce qu'ils ont commencé. Ah, une autre idée, je fonce ailleurs. D'accord. Des passions successives comme ça, qui fait que c'est pas mieux non plus quelque part. Voilà. Donc il y a vraiment, pour ça que c'est très difficile de caractériser ce que c'est ce fameux syndrome TDAH, parce que dans les faits, dans la vie, il y a le stéréotype de l'hyperactif qui bouge dans tous les sens, mais il y a aussi des gens comme moi qui sont calmes, qui paraissent calmes, parce qu'à l'intérieur, c'est le bazar. Et l'aspect un petit peu où des fois il y a des choses qui peuvent paraître inintéressantes. Moi, je parle un petit peu dans mon cas. Là, je touche le micro. Des fois, il y a des choses qui, j'ai l'impression, ne me connectent pas, c'est-à-dire que n'arrivent pas à moi, c'est-à-dire des informations qui sont pour moi inintéressantes ou on a du mal à s'intéresser, qui m'impactent pas. En fait, c'est un déficit de dopamine, noradrénaline et même d'autres neurotransmetteurs au niveau du lobe frontal, là, ici. On sent quand on veut se concentrer que c'est ici que ça se passe et on n'y arrive pas. Et il y a ce qu'on appelle le verrou dopaminergique. Il faut qu'on ait un intérêt plus fort que la plupart des gens pour que cette dopamine se déclenche, pour que on fasse quelque chose, on capte le truc et qu'on se mette dans l'action. Voilà. Et donc c'est ça qui nous différencie de la plupart des gens qui font ce qu'il y a à faire toute la journée. Bon voilà, je fais ça, après je sais que je vais faire ça. Nous, on fait ce qui nous procure le plus de sensations, en quelque sorte, de motivation à chaque instant, quelque part. D'accord. Alors, c'est vrai que l'image des gens qui, par rapport à nous, par rapport à ce typologie de personnes, peut paraître de se dire, la personne ne s'intéresse pas du tout à nous. C'est ce qu'on peut penser.
que cette personne est feignante. Enfin, oui, il y a beaucoup de termes qui peuvent, alors que ça peut être vraiment expliqué par scientifiquement, hein, des neurotransmetteurs, ça se connecte, ça se connecte pas. Ça... C'est-à-dire qu'en faisant, même si c'est pas preuve de diagnostic, en faisant un IRM, voilà, imagerie médicale, IRM fonctionnel, on voit quelque part. J'espère que je dis pas de bêtises, je suis pas un spécialiste de neurosciences, mais on voit des choses. Mais quand même, le diagnostic se fait à l'âge adulte ou à l'âge enfant d'ailleurs par un psychiatre ou un neurologue. Et aujourd'hui en France, qui est pas forcément rattaché à un hôpital, tout le monde peut. Okay. Bon, par contre, c'est très peu connu et c'est pas forcément votre toubib qui va vous mettre sur la piste. Donc bon, voilà, dans la connaissance de ce truc-là, dans le déclic, le diagnostic, l'autodiagnostic au départ. Il y a un peu de chance. Moi, je l'ai eu grâce à ce livre il y a un certain temps. Il y a 22 ans. Donc, il y a 22 ans. Est-ce que tu pourrais faire un peu le point ce que tu as mis en place depuis ces 22 ans? Alors, moi, je les ai un petit peu notés. Hein, donc, un site incroyable, très bien enrichi, des stages que tu mets en place. Tu peux parler, par exemple, de ton équipe. Tu fais du coaching aussi également, directement avec... Oui, alors... pour plein de raisons, j'ai pas mis en œuvre ça tout de suite sous forme de coaching, sous forme de voilà, j'étais dans l'informatique, j'étais voilà. Mais à un moment donné, je suis revenu dans cette maison familiale pour aider mes parents en fin de vie. Et là, j'ai eu du temps pour moi. J'avais mis en place parce qu'avec ma créativité, voilà, mon ego est tout fier de dire que j'ai mis en place un système qui m'a permis le télétravail à l'époque, il y a 15 ans, qui m'a permis de bien gagner ma vie sans être à fond toute la journée avec un client, etc., etc. Donc j'ai eu du temps. Et là, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut que moi, ça va, je commence à m'aider entre guillemets, mais je dois aider les autres. Donc je me suis formé au métier de coach, coach de vie. Pour moi, c'était pas business coaching, coaching dans l'entreprise, c'était coaching de vie pour être mieux dans sa peau, pour atteindre des objectifs aussi, pour peut-être quitter son poste actuel pour certains, pour aider les gens à trouver ce qui est de mieux, parce que du coup, il y a des spécificités dans ce trouble qui fait qu'il y a des métiers qui nous conviennent mieux. Je pense à Arnaud, qui est un ami, qui était empêtré dans du dessin industriel et tout depuis 10 ans, qui était dépressif. Et je lui ai dit, il y a des métiers qui nous conviennent bien, comme par exemple, voilà, des métiers où il y a du changement tous les jours. Puis comme ça, je prononce dans ma phrase, il y a des taxis qui font ça, par exemple, si tu es à droite au volant, etc. Eh ben, depuis 15 ans, il est taxi, maintenant à son compte, et c'est le plus heureux des hommes. Il s'épanouit, il a arrêté les antidépresseurs, tout comme moi, je les ai arrêtés quand j'ai découvert ça, j'en prenais depuis 10 ans. Est-ce que tu as rencontré des résistances, des problèmes que tu as dû surmonter dans cet apprentissage avec certaines personnes qui ont ce syndrome-là? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières qui reviennent de façon récurrente ou ça s'est plutôt assez bien lissé dès le départ? Ça s'est bien lissé dès le départ. Ouais. J'étais super motivé, les gens que je coachais, ils savaient que j'étais comme ça. Je savais qu'ils étaient comme ça. Je m'étais déjà aidé, j'avais quand même résolu pas mal de choses. J'étais revenu ici, j'étais à mon compte, bien sûr. Donc, oui, ouais, vraiment. Bon, ça s'est fait de façon limpide. Super bien passé. Un peu plus dans l'imaginaire. Si tu avais une baguette magique pour changer quelque chose dans le monde des TDAH, ça serait quoi? Bah, de le savoir, déjà. Le diagnostic. Bah oui, peut-être d'abord, ça concerne 5% de la population générale. Ah ouais. Alors, de 4 à 6% selon les enfants, ados, adultes, mais il y a une persistance très importante à l'âge adulte. Il y en a qui finalement s'en sortent très bien parce qu'ils ont choisi une voie qui, tac, ils ont eu peut-être un peu de chance ou simplement, voilà, ils sont allés vers un métier ou une situation de vie qui correspond à leur manière. Voilà. Donc il faut des métiers où ça bouge. On ne voit pas, limite on ne sait pas qui le voilà, font parce qu'ils sont directement. Par contre, lors d'un divorce ou lors d'un changement de boulot, ils peuvent être complètement paniqués du jour au lendemain. Et là, je les prends des fois, je les prenais des fois. Voilà. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui leur passait d'un coup. Ah oui, parce que quelque part, voilà, on n'est pas neurotypique, on est neuroatypique. Et autant il y a 50 ans, 100 ans,
Mon grand-père l'était. Il était dans les tranchées à la guerre de 14, et c'est un héros parce qu'il allait sauver ses camarades. Il était, enfin, un des symptômes quand même, c'est de pas trop s'en faire à un moment donné, de pas voir le danger, quoi, ou de trop le voir dans certaines conditions, mais en tout cas d'être un peu casse-cou, quoi. Ben oui, casse-cou, Ouais. hyperactif. Ouais. Et lui, il a sauvé plein de gens et il s'est retrouvé avec la Légion, machin, tout ça. Et, bah, c'est héréditaire, donc je viens de lui, je le sais. Voilà. Donc, je l'ai dit un petit peu en intro, tu as plusieurs autres casquettes, hein, un peu dans la nutrition, dans la recherche du bien-être. La recherche du bien-être. Tu as tout dit. Si j'avais à résumer ce que je fais depuis 15 ans et que j'ai envie de faire toute ma retraite, c'est d'aider les gens à rechercher le bien-être. Bien-être. Pas forcément faire des choses. En plus, quand on a ce fameux TDAH, on n'est pas pour le faire, on n'est pas les champions, quoi. On oublie des trucs, on perd, on est distrait, donc, déjà, bien-être. Là. Voilà. Comment je me sens, là? Prends une respiration consciente. Ben, ça va. Je suis avec mon ami Kouros. Tout va bien, quoi. Voilà. Prendre conscience. Prendre conscience. Voilà. À travers, bon, j'anime des groupes de méditation aussi. C'est vrai que ça m'a porté ce concept d'apprendre à voir, puisque j'ai un flot de pensées plus important que les autres, de les observer. Ah, tiens, je t'ai vu, toi. Non, je te crois pas. T'es juste une pensée. Oublie. Ou, ah, tiens, une autre se présente. Ok, je te suis, je te regarde. Bye bye. C'est un peu anxieux. Ok, mais c'est pas moi qui est anxieux, c'est ma pensée qui est une pensée anxieuse. Toujours pareil, avoir une comme si on était un peu. Voilà. Et ça, les TDAH, j'en parlais hier, on a une espèce de métaposition qui fait que c'est très proche des grands maîtres méditatifs ou bouddhistes, etc. Parce que voilà, on n'est jamais vraiment, on a du mal à être dans l'action avec les autres parce qu'on a toujours cet esprit qui se dit est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Donc on a une espèce de métaposition naturelle qui fait que là je peux l'utiliser pour me dire bon, okay, tout va bien. Peut-être que je parle un peu trop vite, peut-être que ça me passionne, c'est vrai. Donc respire Pascal. Voilà, respire, tout va bien, tout va bien. On va prendre un petit peu plus de légèreté, un petit jeu, hein, mais très très succinct, un petit si tu étais. Alors, si tu étais une qualité, Pascalou, laquelle voudrais-tu incarner? Altruisme. Altruisme. Si tu étais un personnage historique. Wow, Général de Gaulle. Ouais. Si tu étais un sport. Cycliste. Aussi. Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Zèbre, savoir s'adapter un petit peu avec les rayures dans toutes les situations. Bon, les hauts potentiels se reconnaîtront dans cet animal aussi, effectivement, qui symbolise. Ça va souvent avec, en tout cas, les gens que je vois venir sont souvent à la fois haut potentiel et TDAH, bien que c'est pas il n'y a pas une réciprocité obligatoire. Ok. Si tu étais un plat, on en parlait un petit peu. Ça serait mes amis vont rigoler parce que ils savent que je mange souvent des macros, par exemple, effectivement. Ouais. D'accord, c'est le matin notamment. Voilà. Tout simplement, ouvrir une boîte macro, mais vraiment naturelle, évidemment. Ou frais, c'est encore mieux. Ou n'importe quel, voilà, n'importe quel poisson, mais pas forcément bien cuisiné, très cuisiné, juste manger de la bonne qualité. Voilà. D'accord, donc tu mettrais plus l'accent sur la qualité de la nourriture. Qualité de la nourriture. Alors voilà, après, on peut débattre sur comment le macro a été pêché, etc. C'est sûr. Si tu étais une émotion. La joie. Allez, si tu étais un rêve encore à réaliser, quel serait-il? D'être en paix, y compris quand je serai à la fin de ma vie. Ouais. En paix la paix intérieure. Dernière question, si tu étais un souvenir marquant.
Lequel choisirais-tu? Alors, je vais pas me répéter dans la découverte du TDAH, donc ça Mais serait... ça a été quand même, Oui, c'est c'est vrai. lui qui t'est venu Ouais, quand même en premier, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je Ouais, pense qu'on peut le garder, on peut celui-là. garder. Allez, en conclusion de cette interview, euh, une question que je me suis aussi moi-même souvent posée. Quelle est ta source un peu de motivation au quotidien? Parce que bon, même si on peut comprendre que ça devient peut-être du syndrome, hein, c'est sûr, tu as plein d'énergie, mais malgré tout, je trouve hein, que tu as une énergie folle à toujours avancer, trouver, découvrir, Merci. scruter. Ouais, je suis curieux. Bah, ça fait partie du syndrome. Je suis curieux et ça m'a tellement apporté de me connaître au-delà de ce syndrome d'ailleurs, parce qu'au début c'était changer l'alimentation, d'être mieux, bien-être. Bien-être, c'est aussi pour bien faire. C'est pas uniquement être là, cuit. C'est parce que si je suis bien, je sais que on est capable du pire et du meilleur quand on a ce syndrome. Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est vraiment ça. Donc j'ai envie d'être la bonne partie de moi-même, le La maximum, meilleure. meilleure partie de moi-même, la plupart du temps. Ouais. Et quand je suis pas la meilleure partie, ben je m'observe en rigolant. Tu as vu? Et justement, penses-tu avoir trouvé l'excellence que tu cherches depuis toujours? Est-ce que tu penses que tu as atteint ton pic ou tu penses que tu peux encore découvrir et te bonifier? C'est une question à laquelle j'aurais été réceptif il y a quelques années. Je ne le suis plus. On verra ce qui se passe. On verra. Ah ben oui, il y a une partie de moi-même, mon ego, qui a envie de faire encore des choses, mais surtout la paix intérieure, quoi qu'il arrive. Voilà. Et que je fasse beaucoup de choses ou pas grand-chose, parce que c'est ce que je vais dégager autour de moi, tout simplement. Je peux aider ma voisine aussi, elle n'est pas TDAH, mais je vais prendre autant de plaisir à l'aider elle qu'un PDG qui vient me voir pour se connaître mieux, pour pouvoir manager ces 100 personnes. Voilà. Dernière question. Tu pouvais t'adresser directement à une personne perdue, qui n'a pas trouvé son chemin, que tu as senti quelques prémices, tu as pu comprendre rapidement sa difficulté. On est Qu'est-ce tous, que tu pourrais on est leur tous parler? perdus, enfin TDAH ou non, on est tous perdus à un moment donné dans sa vie. Et il faut se dire que c'est un moment crucial. Quand on est perdu, c'est là qu'on développe une foi inconditionnelle en l'avenir, en soi-même, dans la vie. Il faut des fois descendre très bas, c'est ce qui m'est arrivé, 10 ans d'antidépresseurs, c'est pareil, pour remonter. Bien que j'avais des responsabilités, j'étais manager, etc., mais j'étais quand même sous antidépresseurs. Donc pour remonter, et donc pas avoir peur de redescendre, bien observer, bien être là avec sa souffrance, c'est pas évident. Hein. Se faire aider par voilà, des gens qui sont à un moment donné, se faire aider par des gens mieux que nous, qui nous font confiance aussi à un moment donné. Et puis voilà. Donc pas avoir peur d'être pas bien à un moment donné, c'est souvent un signe que ça peut être un signe que ça remonte. Ça va Un remonter. effet rebond, Un effet rebond. un effet ressort. On a une capacité de rebondir, alors je reviens au TDAH, qui est vraiment supérieure à la moyenne. Vraiment supérieure à la moyenne. Et alors notre vie est un peu plus comme ça, mais c'est super intéressant. Merci Pascalou de ce Merci moment. Coros. Et je te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets. Merci, toi aussi. J'espère que vous avez aimé cet entretien. Encore une fois, n'hésitez pas à soutenir la chaîne si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.